Dans 180 secondes, vous aurez accompli un voyage millénaire. Imaginez-vous être un petit bout d'océan, disons 1 mètre cube d'eau de mer, au bord du continent antarctique. Il fait moins 2 degrés, vous avez de la banquise au-dessus de la tête. Pas très glamour, certes. Mais bon, vous apercevez des manchots jouer au toboggan sur un iceberg. Au même moment, les Vikings découvrent l'Amérique. On est en l'an 1000 après Jésus-Christ. Le voyage commence. C'est l'hiver austral. Vous devenez plus froid et donc plus dense. Plus dense que toutes les eaux environnantes. Vous coulez. Oui, désolé. Progressivement, vous dégringolez le long du fond marin. Vous croisez des créatures étranges. Vous atteignez finalement les abysses de l'océan Pacifique à plus de 4 km de profondeur, soit une quinzaine de tours Eiffel sous la surface. On est en l'an 1200 et c'est là que les premières questions se posent. Comment remonter à la surface? Comment boucler le voyage? C'est le problème qui a occupé mes 3 années de thèse. La clé pour remonter, c'est de s'alléger. 2 moyens possibles. 1, se mélanger avec un voisin plus léger. Et 2, capter la chaleur géothermique. Ce que j'ai montré, en utilisant des mesures existantes, c'est que l'allègement se fait le long du relief. Parce que le chauffage géothermique a lieu au fond, et parce que le mélange est plus intense près du fond. Donc, pour remonter, vous collez au relief sous-marin. Vous vous allégez, lentement mais sûrement. En l'an 1800, vous êtes remonté à 3 km sous la surface. Déjà un gros kilomètre de gagné. Mais là, le relief se fait rare, car vous avez atteint le sommet des monts sous-marins. Il ne reste que quelques pentes très raides, trop raides pour espérer monter. Heureusement, vous commencez à sentir une aspiration vers le sud. Elle est due au vent qui souffle sur l'océan austral et qui joue un rôle de pompage vers la surface antarctique. Ouf! Vous refaites surface, juste à temps pour voir le passage à l'an 2000. Vous êtes heureux de respirer enfin, même si l'air a un goût bizarrement carboné. Soudain, panique. Vous avez laissé du monde sur le bord de la route. Oui, la flotte entre 1 et 2,5 km de profondeur, située au-dessus des monts sous-marins, mais en dessous des courants superficiels, n'a pas participé au voyage. C'est la découverte cruciale de ma thèse. Il existe une zone d'ombre, quasi stagnante, aux mi-profondeurs de l'océan. Et là, une foule de questions nous assaillent. Comment cette zone d'ombre communique-t-elle avec la surface? Quel est son rôle climatique? On sait que c'est une zone très riche en carbone, mais va-t-elle en accumuler davantage ou au contraire en relâcher vers l'atmosphère dans les siècles à venir? Le sujet d'un prochain voyage. Merci Casimir Delavenne, bravo pour ce premier voyage et on vous souhaite effectivement d'en avoir encore beaucoup d'autres. Alors j'ai aussi envie de vous poser une question pour dévoiler un peu les coulisses, pour répondre à cette interrogation que tout non-chercheur a. Comment travaillez-vous au quotidien, avec quels outils? Alors il y a une petite fraction de mon temps qui est consacrée à la collecte de données. Donc, ça veut dire partir en mer sur un navire océanographique, faire des relevés des propriétés de l'eau en descendant une sonde dans l'eau. Mais l'essentiel de mon travail, ça consiste à analyser des données existantes. Donc, par exemple, faire un diagramme pour visualiser la température de l'océan. Ça, c'est un travail qui se fait assis derrière un écran d'ordinateur. Ça peut sembler sédentaire et solitaire. Mais on ne travaille pas seul. Les discussions, les conférences sont évidemment essentielles pour avancer. Et j'en profite pour remercier mon directeur de thèse et tous mes collègues qui ont grandement contribué à ces travaux. Eh bien, merci Casimir d'avoir partagé avec nous vos secrets de recherche et puis bonne découverte des zones d'ombre de l'océan.